Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tout est bon dans le son, l'émission des classifications à la con, où l'on décortique les genres musicaux. Pour cette première chronique, on va parler du punk et du hardcore. Quand je vous dis punk, vous pensez peut-être aux Sex Pistols, aux Clash et aux Ramones, vous pensez Système D et crêtes faites avec de la colle à bois, vous pensez peut-être à des camés crasseux qui puent l'alcool, à des branlus qui cassent tout sur leur passage. Vous n'avez pas forcément tort, mais vous n'avez pas vraiment raison non plus. Tout d'abord, on va se faire une idée de comment ça se joue, puis un historique de ce que c'est que le punk, qu'est-ce que c'est la première vague, qu'est-ce que c'est la seconde vague, puis on va s'attarder sur des termes et des définitions pour bien saisir toutes les déclinaisons du genre ainsi que les enjeux de ce mouvement. Au passage, punk est un terme anglais signifiant vaurien ou voyou. Le mot hardcore lui signifie noyau dur et irréductible. En adjectif, hardcore veut dire excessivement explicite, violent ou sans inhibition. Alors comment ça se joue ? Concrètement, les instruments les plus typiques du punk sont guitare, voix, basse et batterie. Dans certains types de punk, et notamment le punk français, on utilisera du violon, de l'accordéon, du piano, de la flûte et autres instruments de musique traditionnelle dans les cas les plus rares. Le punk met surtout la voix et la brutalité musicale en avant, du coup l'instrumentation accompagne surtout le chant et se met moins en avant comparé au heavy metal qui compose essentiellement à base de riffs musicaux. En fait, le punk, c'est un peu comme de la musique folk jouée en plus vite, en beaucoup plus vite, et en plus fort. Ça gueule plus, mais ça chante aussi. Il y a régulièrement des chœurs qui, sans instruments derrière, ressembleraient beaucoup à des chants de supporters de foot qui mettent tous les membres du groupe, mais aussi le public, à contribution. Le hardcore, ça se joue comme du punk, mais en encore plus vite et encore plus fort. Passons maintenant à un bref historique pour voir un petit peu d'où ça vient le punk et d'où ça vient le hardcore. Avant le punk, fin des années 60, on a une vague que l'on peut appeler le proto-punk, lancée par des groupes de hard rock, surf rock et de garage rock. Il n'y a pas vraiment de groupe spécialisé dans le proto-punk, mais plutôt des chansons avec très peu d'accords, une batterie répétitive et des guitares incisives jouées rapidement. On y retrouve notamment Communication Breakdown de Led Zeppelin, Kick Out the Jams de MC5, Archangel Thunderbird de Amoundou 2 ou bien Hero de Neu. Le punk naît dans le milieu des années 70 à New York, même si le mot apparaît en 71. En 76, il s'importe en Grande-Bretagne. Londres devient rapidement l'épicentre du mouvement sous l'égide des Sex Pistols, des Clash et des Damned. Le milieu 76 marque l'émergence de la scène punk rock britannique. Caroline Coon, journaliste au Melody Maker, dira de tout ça. Le mot d'ordre était à la participation. Le public s'est conforté dans l'idée que chacun pouvait monter sur scène et faire aussi bien, sinon mieux, que les groupes qui y jouaient déjà. Un peu plus tard, en décembre 76, le fanzine britannique Sideburns publie une illustration sous forme de tablature présentant 3 accords auxquels sont adjointes les mentions suivantes. Voici un accord, en voici un autre, en voilà un troisième, maintenant monte ton propre groupe. Cette illustration va rester dans les esprits comme étant la maxime suprême de la philosophie punk. Certains se mettent à faire de la musique alors que d'autres se lancent dans l'édition de fanzine à la suite du fanzine Sniffing Glue qui incite ses lecteurs à faire de même. Plus largement, la vague punk se lance dans une facilitation du processus de production culturelle. Tout le monde peut être créateur, maîtriser toute la chaîne de production et pas seulement l'aspect musical. L'indépendance et le do-it-yourself, c'est-à-dire la débrouillardise, sont les maîtres mots. L'action de création se démocratise. Tout cela produit l'émergence d'un entrepreneuriat punk. En 77, Spiral Scratch est le premier disque autoproduit de l'histoire du punk par les Buzzcocks sur leur propre label. Ce do-it-yourself pratiqué et communicatif, il se veut pédagogique comme en témoigne la profusion de fanzines et guides qui visent à partager le savoir-faire. Cette émancipation portée par le do-it-yourself devient aussi le véhicule de revendications identitaires. On voit alors émerger des groupes de punk féminins et homosexuels. On reviendra sur ces mouvements dans une autre chronique. Cependant, certains groupes finissent par quitter le système D en signant avec des majors. Le do-it-yourself n'est alors qu'une étape vers le succès dans la carrière d'un musicien. Cette récupération est d'ailleurs le cas pour une bonne majorité des groupes, marquant ainsi la fin de la dynamique de la première vague punk, et cela dès 77. La seconde vague arrive dans les mêmes années avec une tripotée de sous-genres musicaux directement influencés par le do-it-yourself et la scène punk, notamment le street punk, la oi, le post-punk, mais aussi le hardcore. The punk is dead. Des groupes de la première vague comme Crass persévèrent dans l'indépendance.
Ces groupes qui visent à préserver une forme de contre-culture s'inscrivent dans un contre-marché, montant leurs sociétés telles que Craze Records ou Discord Records, où les artistes ne signent pas mais sont accompagnés dans la production et la diffusion de leur musique. C'est à cette période qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni se développe la scène punk hardcore, sous-genre du punk influencé par la nouvelle vague heavy metal, avec des groupes comme Motorhead ou Iron Maiden. On voit alors apparaître des groupes fortement politisés comme les Dead Kennedys, Black Flag ou encore Fugazi. L'esprit do it yourself fait de nouveau surface et dans tous ces groupes, malgré les divergences politiques et les exceptions, l'âme du punk semble revenir. Le hardcore est une réponse violente à la déferlante punk de la seconde moitié des années 70. Plus qu'un courant musical, c'est un mouvement social et politique, cristallisant le mal-être d'une frange de la population américaine se tapant de plein fouet la récession économique des années Reagan. Crachant sur les Sex Pistols qu'ils estiment être devenus trop glam, les pionniers du hardcore ont pour projet de cultiver l'esprit originel du punk, à savoir son agressivité et sa spontanéité. Rythmiquement, le hardcore est nettement plus rapide et plus violent que ne l'a jamais été le punk rock, et cette brutalité se ressent en dehors de la musique. Les punks lancent le pogo, les hardcoreux inventent la danse mosh pit à base de coups de poing et de coups de pied. Les punks soignent leur coupe de cheveux, les hardcoreux se rasent le crâne. La culture rock valorise les drogues, l'alcool et le sexe, une frange du milieu hardcore change la tendance et donne naissance à l'attitude straight edge. Rapidement, certains groupes se détachent de toute forme de dogmatisme, marquant une première fragmentation du mouvement hardcore. On observe également une scission politique entre ceux qui nourrissent une culture pro-ouverture et ceux réactionnaires qui s'affirment ouvertement racistes. Loin d'être unique et indivisible, les critères d'authenticité du hardcore se multiplient en fonction de l'influence de certains groupes, des scènes locales et des outils de communication que sont les fanzines. Au fil des années se développera différentes philosophies relatives à ce sous-genre du punk rock. À la fin des années 80 et au début des années 90, le hardcore mélo commence à gagner en notoriété. Alors que ce sous-genre se popularise, le genre dans sa forme classique continue au moins en partie à conserver son caractère anti-commercial. Néanmoins, même ce genre, comme la scène punk en général, commence à se populariser à grande échelle, influençant à l'international. Si l'on se concentre beaucoup sur la scène américaine et anglaise, le punk rock et le punk hardcore connaissent un essor international, notamment en Suède, au Japon mais aussi au Canada. Maintenant, il est clair qu'il y a une scène punk dans tous les pays. En France, le punk s'est aussi fortement développé en deux vagues, avec un côté plus festif mais toujours très politique. Le punk première vague se marie à la new wave, donnant des groupes de punk à boîte à rythme, avec des textes tantôt humoristiques, tantôt politiques que l'on retrouve chez les Garçons Bouchers, les Berruriers Noirs, Gogol Ier, les Vampas, Oberkampf, les Sales Majestés ou les Ludwig von 88. La seconde vague sera fortement influencée par le hardcore et le metal, donnant des formations comme Tagada Jones ou même avec un mélange de rap et de hardcore, le crew Stupéflip. Passons maintenant à deux définitions pour bien comprendre tout le machin. Il y a le do-it-yourself, littéralement fais-le toi-même, par extension, fais-le avec toi. Ça vise à échapper au contrôle du système dominant de production des biens culturels par la débrouillardise. Ça consiste aussi à mettre fin à la croyance que les cultures populaires et les subcultures ne méritent pas d'être prises au sérieux en tant qu'objet d'attention des sciences sociales à part entière, ou alors qu'elles ne puissent l'être que dans une posture misérabiliste. Les musiques punk et hardcore sont avant tout indépendantes, ainsi les groupes refusent en général de signer sur des majors. Dans le cas du punk, le do-it-yourself est l'attitude privilégiée. Organisation de concerts, autoproduction, le tout avec de petits moyens et fait par soi-même. Le do-it-yourself, même si c'est très coûteux en termes de temps et d'énergie, garantit un prix très bas pour les consommateurs. Le straight edge, c'est un sous-genre musical et une culture du punk hardcore fondée en réaction à la révolution sexuelle et à la culture punk pro-excès. Le mouvement straight edge, c'est à peu près tout le contraire du rock. Ça prône une vie en dehors de l'alcool, le tabac, les drogues et la copulation en outrance. C'est un mouvement avec l'anarcho-punk qui s'interroge et s'insurge à propos des conditions sociales, économiques et politiques de l'époque. On y retrouve des groupes comme Vibrators, Justice League ou Uniform Choice. Le terme provient d'une chanson de Minor Street appelée Straight Edge. Pour info, Ian Mackie de Minor Street et Fugazi, longtemps considéré comme chef du mouvement, n'a jamais voulu de cette étiquette. Interviewé par Sing Point Black en 2010, il avance que le mouvement Straight Edge est né d'un malentendu qui prend de l'ampleur, tenant au sens des paroles de la chanson. Le mouvement straight edge subit plusieurs phases transitoires et au-delà de la vie ascétique se place la question de la défense des animaux, de la liberté de ne pas travailler, mais aussi le régime végétarien et végétalien. Alors c'est bien beau tout ça, mais le punk, en fait c'est une foutoir de sous-genres. On va faire des petites classifications non exhaustives de ces sous-genres et je vais vous expliquer un peu de quoi ça traite. Donc voici quelques sous-genres.
L'anarcho-punk. C'est un mouvement né au Royaume-Uni lancé en réaction à l'intégration dans les circuits commerciaux mainstream de groupes punk tels que les Sex Pistols ou les Clash, dénoncés comme traîtres aux valeurs punk. Des groupes britanniques comme Crass, The X, Subhuman, Poison Girls ou encore The Apostles essayent de convertir la scène punk rock en mouvement anarchiste. La Oi. C'est en gros un gros fourre-tout du punk à la Ramones et Sex Pistols mais fait écouter par la classe ouvrière. Le terme provient du morceau Oi 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 des Cockney Rejects. Ce type de musique très revendicateur a bien souvent été affilié à l'hooliganisme. On y retrouve à la fois des groupes de fachos et des groupes de gauchos. Le skatepunk, car oui, ça existe, c'est un sous-genre du punk beaucoup plus technique avec de nombreux slows de guitare, plus mélodiques mais aussi plus bourrin que le punk à la Ramones. Le skatepunk, ça doit aller aussi vite que quand on descend sur une planche. Dans les pionniers du genre, on peut considérer les Beat Boys, Pennywise, NoFX, Lagwagon, Suicidal Tendencies, mais aussi les débuts de The Offspring. Le pop-punk, c'est un peu comme du skate-punk en plus soft. Les paroles aussi changent et sont plus portées sur l'amour, l'amitié, l'individu et l'état d'esprit. On y retrouve des groupes comme Good Charlotte, Blink 182, Jimmy Eat the World ou encore les derniers Green Day. Le street punk, on prend du punk, on rajoute des grosses grattes et des batteries heavy metal et on joue aussi vite. On crache très fort dans le micro des trucs contre la classe dirigeante, à l'époque Thatcher et Reagan, on promeut l'anarchie. La vague street punk aura une très forte influence sur le punk suédois, lançant une vague nommée la D-Beat, propulsée par le groupe Discharge, qui en plus de jouer du street punk fort, gueule comme des porcs. Et bien sûr, le hardcore a aussi ses sous-genres. Le hardcore entretient des rapports paradoxaux avec la musique métal. En effet, il a influencé grandement de nombreux groupes métal tout au long des années 80. Il a même favorisé l'éclosion de nouveaux sous-genres tels que le thrash metal. Et pourtant, il semble que dans les années 90, le métal ait renvoyé la balle. Son influence sur la musique hardcore a été vraiment déterminante. Alors, nous avons le hardcore old school. C'est le hardcore restant fidèle aux origines musicales du mouvement hardcore, rapide et agressif, mais reste bien plus proche du punk que du métal. Citons aujourd'hui les vétérans Agnostic Front et Dead Kennedys, et New York Sick of It All ou en France Ride for Life. Le hardcore new school, il est apparu au début des années 90 lorsque certains groupes commencèrent à ralentir le tempo et à inclure un son plus métallique. Exemple comme Back Kid ou Strife. Le metalcore ou hardcore metal est fait par des groupes de hardcore ayant introduit des éléments typiques du metal. Par exemple les breaks, ruptures rythmiques ou mélodiques, et les mosh parts, passages lents et lourds propices au mosh pit. Le brutal hardcore, il s'agit d'une extension du metalcore, c'est le hardcore influencé par le death metal et particulièrement par la scène floridienne du début des années 90, Obituary notamment. Très en vogue aujourd'hui, il introduit la double pédale et les voix graves et surexploite les mosh parts. All Out War en est la meilleure illustration. Sa version la plus extrême est appelée le deathcore. Nous avons aussi le hardcore chaotique. Lui aussi très en vogue, c'est le hardcore new school ou le metalcore qui inclut des structures folles et souvent imprévisibles. Parfois il introduit des influences noise, et souvent le chant y est torturé. Les structures des morceaux et leur violence en font un genre à part entière. Converge est un bon représentant, groupe metalcore aux structures totalement barjo. Plus noisy, on a aussi Shora. Le hardcore emo, il s'agit d'un hardcore plus pop, mais qui conserve le chant crié hurlé et souvent une construction hardcore des morceaux. Citons par exemple Fugazi ou Envy au Japon. Ensuite, nous avons le hardcore mélodique. On prend du hardcore old school, mais là, ce sont les mélodies à la guitare ou les chœurs que l'on met en avant. Un genre plutôt accessible pour celui qui veut se plonger dans le punk hardcore. Et pour conclure, parce que ça pourrait durer encore longtemps, voici le taquacore. Taquacore, c'est pas proprement parler un style de punk avec des caractéristiques musicales différentes des autres genres. Là, tout se passe plutôt dans les paroles. En effet, le taquacore c'est du punk musulman, car oui ça existe, taqwa qui signifie piété mais aussi peur de Dieu. Le taquacore apparaît en réaction de l'islamophobie post-11 septembre 2001 et les interventions militaires en Irak et en Afghanistan par les États-Unis. On y retrouve des groupes comme Cominas, Noble Drew ou Diacritical. Et là on n'est qu'au début, on peut voir du trall punk, du co-punk, du nazi punk, du gypsy punk, du punk celtique, du hard punk, du jazz punk. On reviendra sur quelques-uns, notamment le post-punk et le post-hardcore. Le punk, c'est beaucoup de groupes qui cherchent à conserver une intégrité. Les vrais punks ne se vendent pas. Ils sont là pour envoyer du gros son à pas cher afin de rassembler et gueuler des slogans pour éveiller les consciences. Toutefois, il n'y a qu'un pas que les Sex Pistols n'ont pas hésité à franchir en exploitant intensivement et cyniquement sur un mode capitaliste leur image, tout comme Iggy Pop désormais habitué des spots publicitaires. De même, le renouveau punk des années 90 s'accompagne de campagnes financées par des marques autour de la pratique du skate et autres sports extrêmes.
Fabien Heijn, dans Do It Yourself, Autodétermination et Culture Punk, dira que, à bien des égards, le punk rock est désormais un produit de consommation courante, avec ses célébrités, ses standards et ses instances de célébration. En 2015, on a une flopée de groupes de punk, de hardcore ou inspirés par ces mouvements. Toute ville possédant un bar avec une cave pour accueillir des concerts possède au moins un groupe de punk ou de hardcore. Et les concerts sont pas chers. Enfin si, il y aura toujours des groupes de punk et hardcore qui auront joué dans les salles moyennes où il faudra raquer 25€ pour y rentrer. Mais dans les bars, si c'est pas prix libre, c'est 7€ max. Allez, perso, je suis pas un méga fan du procédé, mais on va se faire un bon vieux name dropping de groupes qui mériteraient d'être plus connus pour vous donner une idée de quoi écouter si ça vous botte. Autistic Youth, Career Suicide, Cockbust, But, Youth Avoiders, Oz Mitchell, Unleash the Beast, and Logistic, Licatil, Crusade, Japanther, Japandroid, Pneu, Tolar, Lobster Kid Me, Uzbek, Sonic Avenues, Cave, Bad Angels, Object Object, etc. etc. Pour conclure, le punk c'est un sujet complexe qui a changé selon les bords politiques, selon leurs musiciens, selon les périodes, qui a su s'adapter à un besoin précis dans l'histoire. Si le punk a autant de variétés, et c'est sans doute avec le métal électro le genre avec le plus de variantes, on ne peut pas nier que chacun de ces sous-genres a su influencer à plus ou moins grande échelle. Au-delà de ça, le punk a démocratisé un esprit, le do-it-yourself, mais aussi une certaine idée du partage, de transgression et de réflexion autour de la musique et de notre vie en commun. Si j'ai choisi ce genre pour débuter mes chroniques, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est cet esprit que l'on va retrouver dans quasiment tous ces sous-genres, cet esprit qui nous dit que n'importe qui peut prendre un instrument et jouer, que n'importe qui peut influencer son voisin et partager quelque chose en commun. Cet esprit, on le retrouve partout à petite échelle. On le retrouve dans n'importe quelle forme d'art, on le retrouve dans nos vies en société, dans nos courants politiques, chez des parents, des constructeurs, des enseignants. Le punk, ce n'est pas qu'une image que l'on donne à un vieil anard, à un jeune camé décérébré. Le punk, c'est de la non-prise de tête, c'est de la musique jouée forte à portée de tous. En France, les concerts de punk n'excèdent pas les 7 balles, pratique pour voir 4 groupes en une soirée et boire quelques verres, c'est facile de discuter avec ses représentants. À ces concerts, on y rencontre des gauchos, des fachos, des gens un peu pédants, des prolos, des camés, des athées, des agnostiques, des croyants, des trolls, des hooligans, des intellos, des personnes aux idées formidables et des alcoolos, des bas du front, des surouverts d'esprit, parfois tout ça à la fois. Les concerts punk, c'est simple, on y rencontre de tout, ce qui fait de ce genre musical en marge un genre fédérateur, car au-delà des préjugés, on pogote, on gueule et on s'éclate. Cet esprit d'indépendance, d'autoproduction, d'organisation à prix modeste remis à jour grâce au hardcore est cependant de plus en plus menacé par la récupération des scènes par les majors et autres gros sponsors. Il n'est pas rare de voir des festivals hardcore, punk, metal sponsorisés par des radios mainstream, des services musicaux ou autres produits de consommation. Même si cela permet une meilleure visibilité de nos groupes préférés et que ça n'a pas l'air non plus de déranger le public y assistant, il y a une possibilité que cet esprit remis à neuf par le hardcore se désagrège et se perde. Bien sûr, cet esprit n'a pas encore disparu, et il y a toujours localement des associations ou simplement des bandes de copains qui vont organiser des concerts en dehors des réseaux habituels. C'est pourquoi il faut soutenir sa scène locale, aller aux concerts organisés à l'arrache et soutenir ces réseaux alternatifs du mieux que l'on peut. Pourquoi pas organiser soi-même des concerts, monter un groupe sur 3 accords, jouer très vite, ou bien partager son savoir-faire et ses connaissances. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. De la prochaine fois, on parlera du krautrock. Salut!